Désir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de TG+, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Vous le savez, chaque mois, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner ce mois-ci, Nicolas Balerna, bonjour. Bonjour. Vous êtes première participation. C'est vrai. Bienvenue, vous êtes directeur en charge de la banque de détail à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Tout à fait. Avec vous, on aborde quel sujet aujourd'hui ? Le sujet des jeunes. Les jeunes et l'argent, et puis il y aura la question de l'internaute. Effectivement. Sur le FOMO, on va découvrir cette nouvelle tendance. Au sommaire ce mois-ci, une émission d'épicuriens qui nous conduira du bar à la fromagerie pour terminer au restaurant. D'abord, Jean-Jacques Chabanis nous présentera son concept de bar à thème. Pour animer les événements d'entreprise, les grands colloques, les séminaires, il a imaginé d'étonner les participants avec des dégustations surprenantes de thé, de chocolat, de café, de fruits. Et il a bien d'autres projets. Mais pour l'instant, pas encore de fromage dans ces bars. C'est donc chez la famille Baudet, à Montferrat, que nous irons pour nous pourlécher les babines. Leur cave d'affinage recèle des trésors qui s'appellent Fleur de l'Infirmière, Manigodine ou Fleur de Sologne. Une adresse incontournable, auréolée de médailles de qualité. Enfin, nous nous attablerons chez le Père Gras pour souffler les 130 bougies de l'établissement. Que dis-je, de l'institution. Laurent Gras sera avec nous, il nous racontera cette exceptionnelle épopée familiale qu'il s'applique à perpétuer avec ses menus gastronomiques et toute sa passion pour le terroir. Alors, on compte en France plus de 10 millions de jeunes de 18 à 30 ans, c'est 15% de la population. Mais quel est leur rapport à l'argent ? Comment gèrent-ils leur budget ? Sur quoi basent-ils leur choix bancaire, leur épargne ? Nicolas, en tant que directeur de la banque de détail à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, vous êtes tout indiqué pour nous donner quelques détails. Alors, quel est le rapport des jeunes à l'argent aujourd'hui ? Déjà, pour vous répondre, je vais citer quelques études, OpinionWay, Xerfi notamment. La première réponse, c'est de dire que leur rapport à l'argent, il est loin d'être simple. Il est même souvent une source de stress pour eux. D'ailleurs, que ce soit pour les étudiants ou les jeunes actifs. Il est une source de stress, notamment parce que le lien à l'argent, il est extrêmement dépendant de la relation au monde du travail. Donc pour nos étudiants, et qu'on vient de noter que près de 44% d'entre eux travaillent pendant leurs études, et ils ne travaillent pas seulement pour financer leurs études. Pour une grande majorité d'entre eux, c'est même, ils le disent, une question de survie. Voilà. Donc le rapport à l'argent, il est un petit peu difficile quand ils sont étudiants. Pour nos jeunes actifs, c'est vrai également. On a à peu près 30% des créations d'entreprises qui sont issues de personnes de moins de 30 ans. Il faut quand même noter qu'il y a le sujet du chômage. On en a un peu moins l'habitude en ce moment, mais quand on regarde nos territoires de Rhône-Alpes, on est sur des taux de chômage pour les jeunes de moins de 24 ans, proches de 17 à 18%. Ça, c'est pour Grenoble, parfois un peu plus dans les zones plus rurales, alors que pour le reste de la population, c'est plutôt 7%. Donc ça joue beaucoup dans leur rapport à l'argent. Bon, et quelle est la relation de ces jeunes avec leur banque ? Alors déjà, ils sont suréquipés. Ils sont suréquipés en produits bancaires, ils ont un compte bancaire, toutes et tous, et puis ils sont suréquipés en smartphone. Il y a à peu près 85% d'entre eux qui se connectent une fois par semaine au minimum sur leur smartphone pour consulter leur compte bancaire. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Ils sont suréquipés. La seconde chose, c'est qu'ils ont plutôt un bon rapport avec leur banquier. Près de 60% d'entre eux. Ouf. Oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Apprécient leur relation avec leur banquier. Et puis, il y a quand même des vrais changements. Par rapport aux générations précédentes, si je le traduis de manière un petit peu directe, ils ont une manière moins exclusive de fonctionner avec leur banquier. Voilà, près de 40% d'entre eux ont plusieurs banques, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Et puis, près de 40% d'entre eux ont déjà, avant 30 ans, changé de banque. Voilà, donc ça, c'est quand même un point important. Ils comparent, ils observent, ils ont beaucoup d'informations et ils choisissent, ce qui veut dire que la satisfaction, c'est bien souvent la clé.
Choisissent en fonction de quoi, par exemple? Il peut y avoir des sujets de prix. Ils sont très attentifs aux petites attentions tarifaires. Ils aiment bien avoir des taux privilégiés quand ils sont étudiants. Ils aiment bien qu'on évite de leur facturer les commissions, notamment quand ils payent ou qu'ils virent de l'argent à l'étranger. Et puis, il n'y a pas que la banque. Ils sont aussi attentifs à des plateformes de réduction ou quand on les aide pour trouver leur premier logement. Voilà, ça, c'est important pour eux. Oui, l'accès au premier logement, hein, c'est un critère important et les aides qui peuvent attendre de leur banque. Sur les autres attentes envers leur banque, comment est-ce que ça s'exprime? La première des choses, c'est que quand même, il faut qu'on se le dise, si on a lu les fables de La Fontaine, ils sont quand même plus fourmis que cigales. Voilà, ils sont plus fourmis que cigales. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour un banquier. Ils sont plus fourmis que cigales, mais moi, si je le traduis autrement, c'est une génération responsable. Voilà, 75% d'entre eux, ils ont envie de développer leur patrimoine, principalement pour une cause de sécurité financière. Voilà. Ils aiment se mettre à l'abri en cas de coup dur. Ils aiment aussi préparer des projets, une acquisition, pourquoi pas d'une résidence principale ou le financement de futurs voyages. Voilà, ça, ce sont les sujets qui leur tiennent à cœur. Qu'est-ce qu'ils attendent précisément de leur banque comme type de service? Je pense notamment, on parle beaucoup du développement durable, d'entreprises responsables. Ouais, leur choix, quand on regarde les études, ils sont assez clairs et assez hiérarchisés. La première des choses, c'est qu'il faut qu'on soit très transparent. Transparent sur les tarifs, transparent sur les services qu'on leur offre. Ça, c'est la priorité. Faire transparent, être clair. La deuxième chose, c'est faire simple. Voilà. Pas d'efforts supplémentaires. Il faut que les process et les parcours, notamment sur le téléphone, ça déroule facilement. Donc, il faut être clair, il faut faire simple et il faut être réactif vis-à-vis d'eux. Voilà, leur répondre rapidement, être présent auprès d'eux. Pour beaucoup, ils aiment bien avoir un contact avec quelqu'un dans leur banque, voilà, pour 2/3 d'entre eux. Donc ça, c'est les 3 premiers choix. Et puis, ce sont des générations engagées. Voilà, ils sont quand même assez sensibles au fait que des entreprises soient conscientes des enjeux sociétaux, environnementaux. Et puis, en 5e point, il y a l'innovation. Alors, c'est assez amusant parce que ce n'est qu'en 5e point. C'est-à-dire que ça remet un petit peu en question le dogme du tout technologique, finalement. C'est bien la techno, mais le mieux, c'est d'être assez transparent, assez simple et assez facile pour eux. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils épargnent maintenant? Ça nous intéresse. On sait que les Français épargnent beaucoup et les jeunes. Ouais, c'est ce que je disais. Ils sont plus fourmis que cigales. Ils aiment bien épargner. Alors, ils ont quand même des particularités par rapport à leurs anciens. Ils sont très équipés, bien entendu, en produits tels que le livret A, mais ils sont très appétents à la bourse et de plus en plus. Ah oui. Voilà. Près de 80% d'entre eux s'intéressent fortement à la bourse. Ils s'intéressent aussi, ils sont prêts à prendre plus de risques. Alors ça, c'est plutôt bien pour un banquier. Hein. Quand on a le temps et qu'on aime prendre des risques, si c'est notre volonté, on peut arriver à des meilleurs rendements. Donc il y a la bourse, il y a les risques. Ils aiment bien se renseigner. Donc pour à peu près 1/3 d'entre eux, avant de réaliser un investissement, ils appellent leur conseiller. Ils se renseignent aussi avec les outils d'IA ou sur Internet. Mais ils sont très conscients aussi des limites de l'exercice et des possibilités de faire parfois des erreurs. Et puis en termes de produits, il y a des produits un petit peu à la mode. Alors on a tendance à beaucoup parler des cryptos, mais il y a aussi les ETF qui permettent d'investir assez facilement sur des indices. Les ETF? Ouais, c'est des contrats qui permettent par exemple de répliquer un indice. Ça veut dire que je peux acheter du CAC 40 sans acheter toutes les actions du CAC 40. C'est très facile, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent et c'est très à la mode, notamment chez les plus jeunes. Donc de l'épargne, de la confiance, je les sens plutôt assez responsables du coup vis-à-vis de l'argent. Quelques mots pour conclure? Ouais, c'est vraiment une génération responsable. Moi, si je devais conclure, la première des choses, c'est que c'est quand même une génération qui dispose d'énormément d'informations et en permanence, voire peut-être parfois de trop d'informations. Donc ils ont plein d'informations, ils comparent. Ça, c'est plutôt bien parce que ça nous remet beaucoup, nous, en cause dans nos fonctionnements en tant qu'entreprise pour leur donner toujours le meilleur service et ce qui répond à leurs attentes. Le deuxième point, c'est ce que j'évoquais concernant l'épargne. C'est vraiment une génération qui a des comportements qui sont différents de leurs prédécesseurs. Si je résume, c'est presque aussi la première génération qui va penser à préparer sa retraite avant ses 30 ans. Oui. Voilà, ça, c'est vraiment marquant pour eux. Et puis le troisième point, là je vous parle en tant que dirigeant d'une belle entreprise de la région. Moi je pense que les jeunes, bien entendu, ils sont tournés vers l'avenir, ils ont énormément de projets. Ma conviction, c'est qu'il ne faudrait jamais qu'un jeune doive renoncer à ses études ou à ses projets pour des raisons financières. C'est de notre responsabilité d'avoir ça en tête et on veille à ça en tant que banque, mais aussi en tant que bel employeur de la région en leur offrant du travail.
Merci beaucoup, merci Nicolas. Des chiffres qui sont passionnants, hein. Je retiens normalement des jeunes plus fourmis que cigales, qui sont soucieux d'épargner et qui, s'ils sont très connectés, n'en restent pas moins très attachés au contact humain avec leur banquier. C'est plutôt réjouissant. C'est bon signe. L'esprit d'entreprendre est chaque mois à l'honneur dans Alpes Décideurs et l'invité que nous accueillons en est un parfait exemple. Alors qu'il aurait pu tranquillement couler une paisible retraite après une brillante carrière dans le négoce, il s'est lancé dans une nouvelle aventure économique en créant un concept original de bar mobile éphémère destiné aux événements d'entreprise. On accueille Jean-Jacques Chabanis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur du bar à thème. Vous allez nous expliquer ce concept, mais avant, petit retour sur votre CV. Je le disais, brillante carrière dans le négoce. Vous avez quasiment fait toute votre carrière à la SAMC. Eh oui, j'ai 35 ans de fidélité au groupe SAMC, à différentes fonctions, jusqu'à des fonctions de direction et de codirection du groupe. Et ouais, ça a été une fabuleuse aventure avec les Hommes en Bleu. Oui, c'était vous qui avez créé notamment, qui avez organisé la transformation de la boîte à outils en entrepôt du bricolage. Hein, oui, exact, entre autres. On avait une enseigne modeste, on va dire, et on a joué dans la cour des grands avec l'entrepôt du bricolage en réactivité à la concurrence. Et ça a plutôt bien marché. On fête d'ailleurs cette année les 30 ans de l'entrepôt du bricolage. Alors, directeur général, membre du directoire du groupe, hein, une carrière remarquable. Et puis, à 60 ans, c'est l'heure de la retraite. Alors, en tout cas, c'est l'heure choisie de la retraite. J'aurais pu travailler encore, hein, on me l'a proposé, mais non, j'avais dans ma petite tête décidé d'arrêter à 60 ans grâce à une carrière longue, puisque j'ai travaillé tôt dans ma jeunesse. Et donc, effectivement, 1er avril 2019, c'était pas un poisson d'avril, départ à la retraite de Jean-Jacques Chabanis et création d'une première société pragmatique et éthique. C'est deux noms qui me caractérisent assez bien. Et me voilà reparti dans le bain de l'entrepreneuriat, cette fois-ci individuel par contre. Alors, c'est avec pas la même chose. Le soutien d'un groupe comme le groupe SAMC derrière moi. Évidemment, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? Vous aviez préparé d'abord ce départ à la retraite, Oui. cet après? Oui, je l'ai préparé plus d'un an à l'avance, notamment en nommant mes successeurs et puis en me préparant psychologiquement en disant, bon, voilà, 1er avril, 2 avril au matin 2019, sachant que quelques mois après, il y a eu le Covid, qu'est-ce que je fais? Et comme je suis plutôt un homme de projet, j'avais en tête des projets, mais pas forcément encore très structurés dans ma tête. Donc j'ai démarré par du mentoring. Je ne suis pas coach certifié, mais je suis mentor. Après, j'ai eu un contact avec un bureau d'études. Donc je suis apporteur d'affaires pour un bureau d'études en énergie, en économie d'énergie en milieu industriel. Et puis, ce fameux projet d'épicurien, le bar à thème. Il va falloir nous expliquer. D'abord l'idée, créer des bars à thème éphémères. Voilà. Et sans alcool. D'où ça sort? Et sans alcool. Alors, oui. d'où ça sort? Donc, moi, je suis un épicurien, j'adore le thé. Et invité assez fréquemment à des cocktails déjeunatoires au dînatoire, j'avais toujours une déception quand j'arrivais au thé, parce que, bon, sans les citer, mais la brisure de thé Lipton, la bouilloire Tefal et le petit verre en carton, ça ne met pas vraiment en valeur les arômes du thé. Et donc, suite à un grand salon grenoblois à la Montagne Planète en 2024, invité par Pomagalski, je découvre le thé, mais dans sa version justement négative. Là. Et donc je suis rentré à la maison, j'ai posé un papier au pied du lit, un stylo, et dans la nuit, j'ai monté le concept, le bar à thé. Et ensuite, je me suis rapproché d'entreprises régionales, parce que c'était aussi une volonté de travailler en circuit court. Et donc, j'ai trouvé une agence de com grenobloise, j'ai trouvé Sepia qui m'a fabriqué le meuble que j'avais conçu dans ma petite tête. J'ai trouvé des fournisseurs en circuit court, puisque le bar à thé est devenu aujourd'hui 8 bars différents. Alors, on va pas aller trop vite, parce qu'on va d'abord s'intéresser à ce bar à thé, j'ai bien compris. Ouais. On va expliquer le concept à nos téléspectateurs. Donc, c'est un bar mobile proposé aux entreprises pour leurs événements, c'est ça? Exactement. Donc, en fait, je vends aux entreprises qui organisent des événements ou des agences événementielles un concept de prestation de dégustation. Moi, je ne vends pas de thé, hein. Je fais déguster aux invités de la manifestation des thés de choix, d'exception, dont mon fournisseur est grenoblois, hein, je peux le citer, c'est Mathias, le Jardin du thé à Grenoble. Ça fait 25 ans qu'il commercialise du thé, donc voilà, il m'a fait une sélection de 8 thés différents. Et donc, je fais déguster des thés infusés dans une bouilloire électronique, dans des tasses en verre, enfin, bien quoi. Les températures sont différentes en fonction Température, des thés. C'est l'art du thé. C'est l'art du thé, voilà. Ouais. Et je fais déguster ça donc dans des tasses en verre, comme ça on voit la couleur, on voit l'épaisseur, enfin c'est... Alors c'est un concept
qu'on appelle premium, plutôt haut de gamme, Oui. on va le dire, parce qu'il s'agit effectivement de découvrir des produits d'exception. Exactement. Alors, effectivement, vous les avez après déclinés très rapidement. Le bar à thé est devenu le bar à thème, et les différents thèmes se sont enchaînés. Aujourd'hui, on a 8 thèmes différents. C'est ça. Donc, le bar qui a suivi, c'était le bar à plantes, puisqu'en fait, quelqu'un proche de moi m'a dit « Tu devrais mettre un peu des tisanes au milieu de tes thés ». Je dis « Non, moi, je ne mélange pas thé et tisane. Mon Dieu. Donc, je vais faire un bar à plantes. » Donc, je suis allé chercher mes plantes dans les monts d'Auvergne, région Aura. Donc, des plantes soit cultivées en bio, soit naturelles, enfin sauvages. Et j'ai découvert un métier, le métier de cueilleur. Donc, des gens qui louent des champs à des agriculteurs et qui cueillent. Alors, il n'y a que l'hibiscus qui ne vient pas de France, parce qu'on ne peut pas en avoir en France. De la même façon que l'été, l'origine, circuit court, à travers le jardin du thé, mais ça vient d'Asie, pour l'instant. Parce qu'avec le dérèglement climatique, on commence à avoir des producteurs de thé en Bretagne. Voilà, pour la petite anecdote. C'est du camélia, c'est le thé en plus, c'est des plantes de camélia, c'est ça? Je ne sais pas, en tout cas, je sais qu'il y a une production qui commence à se développer en Bretagne. Et puis ensuite, j'ai rencontré Thierry Court, notre fameux confiseur grenoblois, qui m'a proposé ses bonbons. Ensuite, je suis allé voir la biscuiterie Louva à Saint-Joire-en-Valdaine, et j'ai fait un bar à biscuits où je fais déguster 18 biscuits. J'ai trouvé une petite start-up qui me fait des arômes naturels sans sucre ajouté pour donner du goût à l'eau plate, entre guillemets. Oui, parce qu'il y a un bar à eau. C'est un bar à eau. Alors, voilà. Bar à eau parfumé et aromatisé. Après, je suis allé voir mon ami Zugmeyer, le chocolatier boulevard Samba, et on a fait une collection de chocolat. Et puis, je suis allé voir Charlie Primeur à Cessiné, et j'ai dit, si je voulais faire des fruits frais, est-ce que tu peux m'aider? Mais bien sûr, je vais t'aider. Puis voilà. Et puis finalement, le dernier bar, c'est le bar à café, fait en collaboration avec un certain Lionel Malin, un ancien footballeur professionnel qui s'est reconverti avec Nespresso dans le café. Parce qu'il y a effectivement alors trouver les thèmes, on a bien compris, et puis après il y a trouver les fournisseurs. Et là, vous êtes particulièrement attentif. Ça se passe comment? Vous faites En fait, j'ai une première... il y a le bouche-oreille. Louva, par exemple, je connaissais la patronne depuis bien longtemps. Et puis ensuite, un peu de recherche sur Internet. Je suis allé chercher mon complément de bonbons pour avoir des bonbons provençaux. Sur Internet, j'ai trouvé une piste à côté de Sisteron, à Laragne, un petit confiseur artisanal qui me fait les calissons d'Aix, le nougat de Montélimar. Enfin, voilà. Quel métier terrible! Ça doit être terrible de faire le tour de la région pour sélectionner des producteurs. Voilà, donc c'est devenu effectivement un plaisir. J'essaye de me documenter vis-à-vis de tous ces produits-là pour essayer d'avoir aussi une démarche explicative quand je fais déguster ces produits-là. Oui, il y a tout un côté pédagogique aussi, parce que moi, je suis convaincu, comme mon voisin Laurent Gras, que les produits de bonne qualité font des mets de bonne qualité. Et donc, j'ai choisi effectivement des produits plutôt artisanaux, avec des vieilles recettes ancestrales. Et je régale mes convives. Dans la mesure où il n'y a pas d'échange d'argent entre l'invité et moi, ça amène encore un côté un peu plus ludique. Et les bons produits, il faut aussi savoir les expliquer. C'est ça. Il faut connaître leur histoire. C'est ça. J'essaye de me documenter petit à petit la composition des produits. Pourquoi Thierry Court a élaboré sa fameuse recette d'ourson à la guimauve. Là, je suis capable d'en parler un petit peu et de faire un peu briller les papilles. L'accueil des entreprises, parce qu'il faut les convaincre aussi, c'est un peu disruptif. Plutôt un bon accueil à travers mon réseau historique, entre guillemets. Après, la période dans laquelle on est fait que les budgets ne sont pas toujours disponibles. Mon manque de notoriété aussi. Alors aujourd'hui, ça va concourir à ma notoriété, je vous en remercie. Mais voilà, j'ai démarré il y a 6 mois, j'ai fait une vingtaine de prestations et j'ai l'impression que pas mal d'entreprises sont intéressées, d'autant que maintenant, organiser un cocktail avec alcool en entreprise peut amener quelques contraintes qui peuvent aller jusqu'au juridique s'il y a un accident, par exemple, à la sortie du cocktail, etc. Donc moi, je surfe un peu sur cette vague du sans-alcool et du bien-être à travers ces prestations, dégustations. Et puis la curiosité de la découverte aussi, je pense, peut être intéressante. Et puis c'est une offre sur mesure, c'est assez adaptable du coup, puisque ça se transporte facilement tout ça. Alors c'est tout ça, pour la petite histoire, donc j'ai un garage à l'ancienne, je stocke dans le garage mes meubles, mes stocks. J'ai un Renault Espace, donc j'enlève mes 3 sièges arrière et je transporte tout dans la voiture et je me déplace sur les événements, effectivement. Et c'est très adaptable. La meilleure preuve, c'est que là, je suis sur 2 devis où je vais même personnaliser le bar. C'est-à-dire, je travaille avec Sepia, je l'ai dit, Signalétique, qui va me faire des frontons à l'image de la manifestation à laquelle je vais aller.
Non mais Jean-Jacques, moi je vous imagine en train de déménager tout ça pour aller faire des événements. Je me dis, mais il ne pouvait pas profiter de sa retraite tranquillement? Mais j'en profite. Pour moi, je profite de la vie en faisant ces manifestations parce que je donne du plaisir, je donne du bonheur, je me donne du bonheur, je grignote en même temps. Hein. Non, franchement, c'est du travail, bien sûr, mais je ne le vis pas du tout comme une contrainte. C'est ce que je disais souvent. Moi, les contraintes que j'ai aujourd'hui, c'est moi qui me les donne. Avant, j'en avais quelques-unes qui m'étaient imposées par l'extérieur, n'est-ce pas, messieurs? Aujourd'hui, c'est moi qui décide, quoi. Bon, quelles sont les nouvelles idées? On imagine que le concept peut se décliner quasiment à l'infini. Alors, il faut installer les différents thèmes, mais il y en a déjà en préparation? Disons que j'ai donc 8 bars aujourd'hui, donc gestion des 8 bars déjà. Mais j'ai effectivement 4 thématiques. Alors, je peux les déclarer à l'antenne. Si je me fais copier, tant pis. J'imagine faire un bar à pain. Ah oui. Parce que dans les cocktails déjeunatoires ou dînatoires, le pain est jamais très très bien traité. Donc là, il faut par contre que je sois en phase avec certains traiteurs. Je ne peux pas vendre mon bar à pain en tant que tel, en tant qu'unité, ça fonctionne pas. Ensuite, j'ai un projet aussi, un bar marocain, donc thé vert à la menthe avec pâtisserie marocaine. J'ai un bar à bouillon, puisqu'il y a le retour du bouillon, bouillon à l'os. Donc j'ai trouvé une petite start-up qui est prête, alors pas que pour moi, mais à faire des bouillons et qu'elle peut expédier et avec laquelle on rajoute un peu d'eau et ça fait un bon bouillon à l'os. Et puis il y a le retour à la mode aussi de la chicorée. Alors la chicorée de nos grands-mères, c'est un peu amer. Pareil, j'ai trouvé une start-up qui aromatise en fait les chicorées. Donc voilà, donc imaginons que je fasse les 4. Il faut quand même que je demande à mon banquier l'autorisation, parce que pour l'instant, c'est assez tendu quand même. Faire un peu de trésorerie quand même. Voilà, hein. Un peu de trésor. Ça n'a que 1 an tout ça. Hein. Mais 9 mois même. Ouais. Un peu de besoin en fonds de roulement, mais potentiellement, je pourrais avoir 12 bars. Après, je pense qu'il faudrait que je me calme, parce que trop de choix tue le choix. Oui, mais c'est bien, parce que du coup, ça nous fait découvrir des nouvelles tendances. Hein. Ouais. Le bar à chicorée, franchement, c'est assez bluffant, mais pourquoi pas on retrouverait ce goût de la chicorée d'antan. Alors évidemment, vous l'avez dit, il faut avoir l'idée, il faut avoir les fournisseurs, il faut imaginer le mobilier qui va avec, et puis il faut parfois recruter des hôtes et des hôtesses qui sont à même de partager ces différents produits. Alors j'essaye d'être sur tous les événements, ça c'est un engagement que je prends aussi avec mes clients. Ceci étant, quand j'ai plus d'un bar, donc à partir de 2 bars, je ne peux pas tenir les 2 en même temps. Donc effectivement, je me suis rapproché de l'école hôtelière Lesdiguières et je permets à de jeunes étudiants ou étudiantes de venir m'aider à travers un contrat temporaire par une agence de travail temporaire et de faire des prestations de 4 heures avec moi. Ce qui leur permet de mettre en pratique la partie théorique de leurs études. Et puis de m'accompagner de façon sympathique. Voilà, c'est donner un peu la parole aux jeunes et puis leur permettre d'avoir un peu d'apprentissage. Et de découvrir des produits parfois. Et puis en même temps de découvrir les produits. Qui sont effectivement plutôt étonnants. Bon, alors on ne disait pas d'alcool, donc pas de bar à vin dans votre concept. Mais si je vous dis la vigne de la Bastille, ça vous parle quand même? Alors un petit peu, parce que j'y étais encore samedi matin pour ce qu'on appelle la mission de tirer les bois. Donc oui, ça me parle. J'adore le vin qu'on a produit, enfin que Laurent a produit. Mais non, il n'y aura pas de bar à vin alcoolisé. Alors peut-être bar à vin sans alcool, puisqu'il y a une tendance aussi lourde, notamment vis-à-vis des jeunes. Mais pas de bar avec alcool. Non, il y a déjà le créneau est déjà pris par plein de gens. Bon, mais enfin, tout ça pour dire que ces deux-là se connaissent déjà bien, oui. qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. On va y revenir. Merci beaucoup, Jean-Jacques Chabanis. Merci à vous. Ça s'appelle donc Bar à thème et sur Internet, c'est très simple. C'est barathème.fr. Exact. Donc, c'est plutôt assez simple. Laurent Gras, on s'attablera chez vous dans un instant. Mais tout de suite, on va faire le tour d'un fromager. Évidemment, la tradition et la transmission des valeurs sont gage de bonification au fil des décennies. Hein. C'est vrai pour certains grands crus, on parlait du vin. C'est vrai aussi pour certaines entreprises, en particulier les entreprises artisanales. Exemple au-dessus du lac de Paladru, à Montferrat, dans la fromagerie Baudet. Elle a été créée en 1919. La 4e génération est aujourd'hui aux commandes. Elle a choisi l'excellence pour se démarquer. Elle a fait de l'affinage des fromages un art à part entière, au point de décrocher médaille sur médaille. Reportage.
Elle trône, là comme au milieu de ses sujets. Celle qui dirige désormais le royaume des raclettes, championne du monde au lait de biquette, la Baudet pose sous le grill comme une reine porte sa couronne. C'est la plus belle, parce qu'on est champion du monde, mais d'un concours qui s'est passé chez les Suisses. Donc on a détrôné les Suisses quand même. Et s'il vous plaît, le seul titre français, toutes catégories confondues. Et on ne s'arrête pas là. Le bronze de la meilleure fondue savoyarde de France complète le tableau des médailles. La fromagerie Baudet ne cesse de grimper sur l'échelle de la fierté locale. Mais ici, à Montferrat, on ne prend pas la grosse tête, on savoure humblement avec le sourire. Des jours, on ne réalise pas encore. Mais pour nous, c'était la reconnaissance de notre travail et puis également pour toute l'équipe avec qui on travaille, avec qui on partage nos journées. Des journées longues pour répondre à chacun des clients qui se pressent davantage depuis le titre mondial. Mais chez Baudet, on a de l'expérience. La 4e génération de cette entreprise familiale porte un flambeau allumé en Valdaine il y a plus d'1 siècle. C'est donc mon arrière-grand-père qui est arrivé à Montferrat après la guerre, qui a trouvé que c'était un endroit où il y avait du lait et il a monté sa fromagerie. On fabriquait à la base essentiellement des produits italiens. Ensuite, il a transmis l'entreprise à mon grand-père et ensuite, du coup, à mon papa et à ma tante. Du coup, mon papa, en fait, était fromager et à Montferrat, on a arrêté la fabrication en 1990 pour rester indépendant et on s'est spécialisé dans l'affinage des fromages. Des fromages du Dauphiné, en première ligne, le produit star, c'est celui des producteurs locaux, de la montagne ou de la plaine. Ils portent l'Isère sur le devant de la scène. Baudet se charge, en arrière-boutique, d'en révéler le meilleur. Le fromage, ça ne se fabrique pas et ça se vend le lendemain. Il y a vraiment toute une histoire derrière. Il y a une fabrication, un affinage, et puis c'est vivant. Chaque fromage ne se ressemble pas, donc c'est vraiment atypique. Atypique dans la modernité. J'aime beaucoup la tarte aux fleurs. J'aime bien la tarte aux fleurs. Atypique dans la tradition. Une super fromagerie où je prends souvent ma crème quand je fais mon boudin. Ici, l'Isère, dans ce qu'elle a de plus typique, n'a pas fini de surprendre. Oui, et la cave d'affinage, on a vu passer des meules depuis Constant Baudet et sa première boutique en 1919. Il y a eu ensuite Maurice, puis ses enfants Philippe et Nadine, et aujourd'hui donc Marine, l'arrière-petite-fille du créateur. Dans les vitrines, la large sélection de fromages artisanaux se transforme vite en véritable exploration, de la tome de chèvre saveur pomme cannelle, ou encore au moelleux du Revard à la truffe noire. Et bien, en bon commerçant, bien sûr, les Baudet ont complété la gamme avec un rayon d'épicerie fine. Tous les ingrédients donc, qui ont cette saveur très agréable du succès. Allez, vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpedécideurs@tgplus.fr. Aujourd'hui, une question d'Adrien qui veut, Nicolas, des précisions sur ce qu'on appelle le FOMO. Ça vient de l'anglais. C'est en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure. Le fait qu'on ait toujours de plus en plus d'informations qui nous arrivent, notamment avec les réseaux sociaux. FOMO, ça vient de... Le FOM, c'est Fear of Missing. C'est la peur de manquer. On a tellement d'informations qu'on en veut toujours plus. Et quand on n'est pas connecté, on a peur d'avoir manqué quelque chose. Alors, c'est souvent utilisé en marketing, notamment au moment des soldes, du Black Friday, où on abreuve les clients d'informations pour leur donner envie d'avoir un acte d'achat. Après, si je fais une petite parenthèse, il faut faire attention aussi à la manière dont on s'alimente parce que trop d'informations, ça peut parfois aussi entraîner une sorte de trop-plein. Voilà. Une addiction, oui. Oui, c'est ça, une addiction. Et puis, parfois, une bande passante pour les capacités cognitives qui est un petit peu plus difficile. Moi, en tant que dirigeant, par exemple, je fais très attention à ça. On a beaucoup d'informations qui nous arrivent. C'est toujours bien de prendre un petit peu de recul et d'essayer de se projeter sur le long terme, pour éviter d'être trop dans l'immédiateté. Le syndrome du FOMO. Donc, exactement, le FOMO. Nécessité de vouloir toujours tout savoir avant tout le monde. Merci beaucoup, merci Nicolas pour cette nouvelle formule qu'on apprend grâce à vous. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@tgplus.fr. Allez, en bon épicurien, on va continuer à parler d'excellents produits, de tradition avec une adresse grenobloise qui fête donc ses 130 ans, une véritable institution qui domine la ville depuis les hauteurs de la Bastille. Nous nous attablons maintenant confortablement chez le Père Gras.
Une institution, je le disais, une extraordinaire aventure de transmission, de savoir-faire, aujourd'hui entre les mains de la 5e génération. Laurent Gras, bonjour. Bonjour Christophe. Merci Laurent d'être avec nous, bon anniversaire. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous accueillir aujourd'hui, là c'est une belle occasion. Quelle responsabilité quand même de piloter cette institution comme celle que vous dirigez. Est-ce que le poids de la charge ne vous a pas effrayé au démarrage ? Alors, il y a une responsabilité, on le sait. Hein, voilà, tous les matins, il faut se remettre en selle pour être à la hauteur des générations qui m'ont précédé. Hein, mais il y a une belle fierté aussi. Voilà. Une belle fierté parce que c'est un travail d'équipe. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me vanter de quoi que ce soit sans le travail qui a été accompli par les générations antérieures. Et je pense notamment même aux générations qui sont encore là, c'est-à-dire ma maman. Mon papa nous a quittés il y a peu, malheureusement, et ma sœur qui est à mes côtés, ainsi que ma compagne. Enfin voilà, c'est une maison familiale, traditionnelle, et on ne se fait pas tout seul. Ouais, une maison familiale comme au démarrage. Alors on va faire un petit peu d'histoire parce que je trouve que c'est toujours, même si c'est un côté un peu nostalgique, c'est toujours très attachant de se pencher sur le passé, notamment sur la création, la toute première génération, les créateurs. On est au milieu du 19e siècle avec des paysans du massif de Belledonne. Exactement. Ils étaient sur Laval et ils avaient entendu parler d'un fermage à reprendre sur la hauteur de Grenoble, sur la hauteur de La Tronche, Grenoble. C'était pas très précis. C'était une bâtisse dépourvue d'eau et d'électricité, hein, donc au bout du monde. Et puis, les travaux de la ferme sont avérés très rudes. Du coup, ils ont regardé un autre fermage sur Saint-Égrève. Et puis, pour une histoire de cerises piquées chez le voisin par les gamins de l'époque, donc mon arrière-grand-père, du coup, toute la famille est remontée à la Bastille parce que les deux paysans s'étaient pris par le callback, comme on dit, pour 3 poignées de cerises. Donc, allez, on remonte à la Bastille et depuis, on y est resté. Voilà, depuis 1896. Ouais, quand on dit on remonte à la Bastille, il n'y avait pas la route à l'époque. Hein. Non. Et puis c'est un travail de forçat. Aujourd'hui, je ne vois pas qui serait en capacité d'accepter une vie pareille au bout du monde. Alors, la ferme s'est développée et tout de suite, le commerce a pris aussi avec les militaires, la garnison du fort de la Bastille, et puis également les ouvriers de la cimenterie Vicat, qui à l'époque étaient logés au sommet du Mont Jala, dans les bâtiments, avec la petite gare de téléphérique, c'est les ruines qu'on voit encore aujourd'hui. Et ils bossaient toute la semaine, et le samedi, ils descendaient à la ville, et donc ils venaient, ils s'arrêtaient en passant, manger un peu de tome fraîche et boire un petit canon de vin blanc. Et puis ensuite, c'est les enfants, hein, c'est Hippolyte et Marie, qui ont l'idée de développer davantage cette ferme auberge. On est là à la fin du 19e siècle. Oui. Alors, c'est donc Hippolyte, le premier Hippolyte, hein, puisqu'il y en a un deuxième. C'est aujourd'hui, c'est lui qui a donné le nom, le Père Gras. Il était assez charismatique. Il a eu de la chance et beaucoup de malchance de partir à la guerre, comme tous les hommes à cet âge-là, la Grande Guerre. Il a fait Verdun, Salonique, etc. Mais par miracle, il est revenu. Et sans trop de dommages. Et donc, il portait toujours fièrement son béret de chasseur alpin. Et résultat, c'était une figure. Et donc, les gens montaient non plus au Café de la Bastille, mais allaient voir le Père Gras. Chez le Père Gras. Et donc, c'est les Grenoblois qui ont donné le nom à l'établissement. Voilà. Dans les années 40, donc la génération suivante prend la relève, hein, Hippolyte et Marie-Louise, qui ajoutent quelques chambres et qui développent le restaurant. Tout à fait. Alors, pour faire un petit clin d'œil au sujet précédent, Marie-Louise était coquetière. Elle est née à Charavine, ma grand-mère, et elle était coquetière dans sa jeunesse avant de rencontrer mon grand-père à Place de Gordes, à lui vendre des œufs, du lait, de la crème. Et elle faisait le tour des fermes. Donc il y a fort à parier que la famille Baudet a dû être visitée par ma grand-mère à l'époque. Voilà. Et donc voilà, ils ont lancé, donc ils se sont connus en 42, mariés tout de suite dans la foulée. Et donc là, après un essor de restauration s'est mis en place. Alors déjà, ils ont vécu la Deuxième Guerre, ce qui n'était pas simple, surtout avec les Allemands qui occupaient le fort à côté. Donc ça a été, puis la résistance, la compagnie Stéphane, juste porte à porte, hein, un de chaque côté. Mais bon, voilà, ça s'est soldé sans de gros dommages, heureusement pour la famille. D'autant que c'est aussi à cette époque-là que le téléphérique apparaît, que la route se construit. Donc en 34, on a la création du premier téléphérique urbain au monde. Donc il arrive à 300 mètres de la ferme. Donc là, qu'est-ce qui nous arrive ? Quelle aubaine ! Voilà. 2 ans plus tard, les congés payés. Sauf que personne n'a de voiture. Donc c'est du tourisme, il faut bien les occuper ces premières semaines de congés payés. Donc c'est du tourisme d'ultra proximité. Donc les gens montent
par les vignes, montent par le chemin ou par le téléphérique et redescendent et viennent manger l'omelette, la tome fraîche, le civet de lièvre là-haut à la Bastille. Dans les années 60, il y a même une petite station de ski. Alors, ce n'est pas une station de ski, c'est un télésiège urbain. Une remontée mécanique. Une remontée mécanique, c'est ça. En fait, c'était pour un tourisme estival. En fait, c'était le père Pomagalski qui était bien pote avec mon grand-père, puisqu'ils avaient fait l'armée ensemble. Et donc, l'un voulait implanter un prototype et l'autre voulait bien le mettre à la maison, mais pas que ça coûte trop cher non plus. Et c'était le premier télésiège sur roulement à pneus, donc il ne faisait pas de bruit. Donc, c'était une création de la maison Poma. Et donc, il s'est installé juste derrière le restaurant et il montait au Montjala. Voilà. Bon, tout ça attire du monde, évidemment. Exactement. Et tout ça contribue au début de la notoriété de la maison. Voilà. Puis en 1980, c'est vos parents, Gérard et Monique, vous nous en avez parlé, qui prennent la relève. Eux développent une activité de traiteur, qu'on commence à organiser davantage les cérémonies, les mariages, les repas de famille. Oui, là on tourne un peu la page de la guinguette de la ferme. Les vaches et les poules et les cochons. Enfin, le cochon, on l'a gardé un moment quand même. Moi, je l'ai connu, mais voilà, tout ça s'en va et on se tourne vers la restauration traditionnelle avec un site qui mérite qu'on le mette en valeur. Bon, vous arrivez à l'aube des années 2000, en 1996. Exactement. Vous êtes tout jeune à l'époque, avec le poids de la charge que j'évoquais tout à l'heure. Oui, alors encore une fois, le poids de la charge, il n'était pas réparti que sur mes deux épaules, parce que j'avais encore ma grand-mère, mes parents. Donc voilà, on a fait encore une fois un travail d'approche. La Caisse d'épargne nous a accompagnés à ce moment-là. Et puis j'ai repris petit à petit les rênes de la maison et j'ai appris à piloter, jamais tout seul, avec toujours un œil bienveillant. Avec déjà aussi l'idée d'investir, de développer l'affaire, comme les générations précédentes l'ont fait. Vous avez investi 10 ans après votre arrivée, vous vous lancez dans de gros investissements. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas pu les faire avant, pour des raisons financières. Du coup, il a fallu faire un gros coup, se remettre à flot. Donc en 2007, on casse tout, on rénove tout. Un peu comme les Espagnols, vous savez, il restait les plateaux avec les piliers. Il y avait le tractopelle à la place de la cuisine, etc. Donc un bon petit moment de pression pour être prêt en temps et en heure. Et on ferme donc le 21 octobre 2007 et on rouvre le 8 mai 2008. Donc il a fallu faire vite. Et on a fait un bel établissement aujourd'hui, voilà, une belle réalisation. Oui, avec une nouvelle salle, toujours cette grande salle panoramique qui voilà, on la voit là, qui plonge sur la vallée du Grésivaudan, sur Grenoble, cette grande salle principale qui peut accueillir jusqu'à 120 convives. La terrasse est bien sûr réaménagée. Des nouvelles cuisines. Oui, on a tout refait, les cuisines. Bon, on n'était plus dans le vent. Il fallait se remettre aux normes et puis avoir les outils nécessaires pour pouvoir cuisiner aujourd'hui, quoi. Également une salle de séminaire qui est aménagée. Mais la tradition reste là quand même. Il y a toujours ce clin d'œil au passé, à la tradition et aux générations passées. Voilà, on ne veut pas le donner le côté ancien, mais par contre, on est à la recherche de l'authenticité. Voilà. C'est-à-dire qu'un petit peu à l'image de Jean-Jacques, on a un sourcing qui est très fort par rapport à nos partenaires, nos fournisseurs. Moi, j'ai la chance de travailler avec des fournisseurs qui fournissaient mes parents et qui fournissaient mes grands-parents. Donc, c'est quand même chouette, cette histoire. Et continuer dans l'esprit de la qualité pour que les gens s'y retrouvent. On n'a pas des prétentions de haute couture, de haute gastronomie, mais par contre, le travail bien fait et la satisfaction clientèle. Voilà. Oui, le concept est assez simple, un restaurant gastronomique qui met le terroir dans les assiettes avec des bons produits. Voilà, le mot gastronomique, alors il faut bien l'interpréter avec la connotation d'authenticité, la mise en avant du produit. On n'est pas une cuisine inexplicable, trop sophistiquée. Notre cuisine, elle est rassurante, on va dire. Voilà. D'ailleurs, vous avez été certifié maître restaurateur. Oui, alors le maître restaurateur, c'est quoi? C'est du fait maison, et c'est du circuit court, et c'est des produits frais. Donc voilà comment on peut définir un peu notre savoir-faire. Bon, puis pour compléter quand même, pour repartir avec un petit souvenir, il y a aussi l'épicerie fine, les rayons d'épicerie fine sur place, dans la même philosophie. Exactement, en fait, pour beaucoup, c'est nos fournisseurs qui travaillent avec moi sur des... Alors moi, je propose des recettes, on les travaille ensemble, on les essaye avec leurs outils pour un rendu produit qui ressemble à ce qu'on aurait pu faire chez nous dans notre cuisine. Bon, après, on ne peut pas mettre en bocaux, on ne peut pas stériliser chez nous, donc c'est évident. Mais voilà, toujours le souci de retrouver le produit qu'on aurait aimé proposer à table.
chez le Père Gras, 15 à 20 000 couverts chaque année, des gens qui redescendent évidemment ravis de la Bastille. Et puis depuis quelques années maintenant, vous descendez en plaine une fois par an à l'occasion du marché de Noël. Voilà, c'est notre petit tour en ville. On a fait notre 25e, hein, donc c'est un bon bout, comme on dit. Oui, ça fait quelques années. En fait, c'est un moment qui est creux à la Bastille. Hein, le mois de décembre, janvier, février, l'hiver est long. On a toujours fermé sur ces mois-là depuis plus de 130 ans. Et en 99, l'Office du tourisme m'a sollicité pour allez, on a le marché de Noël, il faudrait venir pour proposer un peu des produits maison. Donc on s'est penché sur la question. Alors on a commencé tout petit, hein, avec un peu de foie gras, vin chaud, etc. Et puis aujourd'hui, on a un pôle avec plein d'offres et une belle aventure commerciale. Ce qui permet de découvrir aussi la philosophie du restaurant et puis de monter après à la Bastille en pleine saison. Bon, puis depuis quelques années, vous vous êtes lancé dans une autre aventure. On en parlait tout à l'heure, c'est le retour des vignes. Alors elles étaient là au démarrage, ou quasiment au démarrage, mais vous les avez replantées là. Alors moi, je les ai connues tout petits, parce qu'elles ont été arrachées en 79, donc moi j'avais 8 ans à l'époque. Mon grand-père, alors il y a toujours eu de la vigne à la Bastille, hein, sur tous les coteaux du Grésivaudan jusqu'au Granier, c'était des vignes, des arbres truffiers, etc. Bon, l'urbanisation a fait le reste, mais sur ces coteaux-là, on a arraché en 79, comme je l'ai dit, mais à regret, et on a toutes les terres agricoles de l'époque de la ferme, le milieu se refermait, ça devenait une jachère, et à part faire le bonheur des sangliers, ça ne servait pas à grand-chose. Donc du coup, on a réfléchi à remettre en avant un projet patrimonial, historique, une belle carte postale autour du restaurant, autour de notre établissement, et une belle carte postale, je dirais, pour les Grenoblois au sens large, pour arriver à proposer un vin et que les gens de l'agglomération grenobloise se l'approprient, ce vin. Voilà. Oui, l'objectif, c'est effectivement de faire du vin. Alors d'abord, il faut planter, il faut cultiver, et puis après, 3-4 ans après, on fait la première vendange. Bon, enfin... D'ailleurs, je posais la question à Jean-Jacques plus tôt, parce qu'il fait partie de l'aventure. Hein, il fait partie de ces courageux qui, dans un endroit très escarpé, non mécanisable, va entretenir les vignes et puis faire la vendange. Hein. Oui, mais là aussi, c'est pas du travail, en fait. C'est le samedi matin, de 8h à midi. On se retrouve 15, 20, 25 personnes dans la bonne humeur. Et puis, on suit les consignes du vigneron, qui nous dit qu'il faut faire ça, ça et ça. On termine par un super repas offert par Laurent Gras et on rentre dans la plaine, dans la vallée, heureux d'avoir souffert quand même, parce que j'étais samedi, je peux vous dire que les quadriceps, ils sont encore un tout petit peu chauds là. Hein. La pente est... Parce que la pente, on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, la vendange se fait avec des caisses qu'on laisse glisser sur des panneaux en bois, parce qu'on ne peut pas apporter 15 kilos de raisin à bout de bras. Quoi. Sur les images, j'ai reconnu Thierry Court aussi sur les images. Hein. Bon, c'est quoi? C'est 7000 pieds, c'est ça à peu près? Alors ça, c'était la première plantation qu'on a fait grâce à l'association des Amis des vignes des coteaux de la Bastille. Donc chacun nous a accompagnés financièrement à hauteur de 1 000 €. On est 200 aujourd'hui. Et avec cet argent-là, on a pu faire la première plantation, donc les 7000 pieds dont vous parlez, Christophe. Et ensuite, on a, en 2022, replanté encore 1,1 hectare et en 2024, encore 0,3. Donc aujourd'hui, on a 2,5 hectares de vignes qui sont plantées, dont 2 hectares qui sont censés produire à partir de septembre cette année. Voilà. Alors, on ne l'a pas dit, mais c'est effectivement du vin bio. Exactement. Évidemment. Les premières bouteilles sont sorties 3 ans après les premières plantations, donc 2020. Oui. Bon, alors avec toutes les incertitudes météo de chaque année... Alors, on n'a pas inondé le marché pour l'instant, et c'est très modeste. Alors, on a une chance, c'est que c'est très qualitatif. Enfin, une chance. On a la chance qu'on mérite, mais on s'est donné les moyens de faire ça bien. Franck et Kevin, le domaine des Cros-Blancs à Chapareillan, qui coachent la vigne et qui nous coachent, nous, quand on donne la main, nous ont vraiment donné les bonnes clés pour faire quelque chose de qualité. Où on peine, c'est sur la quantité. Aujourd'hui, 2020, on a fait une petite récolte, c'est normal, c'était la première sortie de grappe. 2021, on a gelé pas un grain de raisin, donc ça, coup dur d'entrée de jeu. 2022, on fait à peu près la même quantité, c'est-à-dire 1500 bouteilles
comme en 2020. 2023, le mildiou, 0 raisin. Donc deuxième coup dur. 2024, les sangliers sont venus vendanger avant nous. Donc là, encore un coup difficile à absorber. Mais on a fait front, voilà, on a été accompagnés. Et 2025, on a fait enfin une petite vendange. Et on mise maintenant sur l'entrée de la deuxième parcelle, la plantation de 2022, pour nous donner un volume suffisant, c'est-à-dire entre 5 et 10 000 bouteilles par an, qui nous permettent de combler les frais d'exploitation. Vin rouge et vin blanc. Alors principalement du blanc, en monocépage, donc le chardonnay qui était là avant moi sur les coteaux de la Bastille, et la verdesse qui est un cépage isérois par essence même. Et on a 3 cépages en rouge qui feront un rouge d'assemblage, persan, mondeuse et douce noire. Voilà, donc que des cépages autochtones également. Mais on est curieux de ce que ça va donner parce qu'on n'a toujours pas pu faire une cuvée en rouge. Donc voilà, donc on espère que c'est la bonne cette année. Bon. La cuvée des sangliers, quand même, ça a été très traumatisant parce que quasiment 48 heures avant la date de la vendange, on était une trentaine volontaires à être prêts. Et on reçoit un SMS vers 22h le soir de Laurent qui dit « Vendange annulée, les sangliers se sont servis avant nous ». Je peux vous dire que même en tant que bénévole, membre de l'assaut et tout ça, on se dit « Tous travaillent pour ça ». Alors les sangliers en ont bien profité. C'est que le raisin était bon. Mais voilà. On a eu une désagréable surprise. Voilà. Mais bon, c'est la vie agricole. Voilà, la vie des ça fait partie du jeu. Cette année, d'ailleurs, il y aura une fête spéciale pour la vendange. Début septembre, c'est les vendanges. Eh bien oui, on va se servir des 130 ans du restaurant. On va un peu... on a maillé tout le calendrier tout au long de l'année. Donc fin mars, là, on a la dernière des soirées de spectacle avec une comédie qui est jouée pendant le repas, avec une énigme policière à résoudre pendant que on sert les convives, avec pareil un joli lot à gagner. Pâques, donc le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques et le dimanche de la fête des mères, vous avez un dessert surprise. Donc à l'intérieur, il y a une fève avec le logo du restaurant et les 130 ans. Donc celui qui trouve la fève remporte un panier garni de 130 € pour les 130 ans, avec du vin de la Bastille et nos produits. Et puis, nous avons un beau rendez-vous également le 18 juin, avec une soirée gastronomique. Donc là, on reçoit Ludovic Nardoza, donc c'est une jolie fierté pour la maison, et pour moi, voilà, parce que Ludovic, je l'ai connu, il avait 17 ans, il est arrivé en stage chez nous, en cuisine avec moi, depuis l'école hôtelière. Et Dieu sait qu'il a fait du chemin depuis, parce qu'aujourd'hui, il est étoilé, il est à son compte, il tient l'Astéral à Corançon, donc étoilé Michelin, fraîchement récompensé par Goemio également, donc voilà, un vrai orfèvre. Et donc on va faire un dîner à 4 mains avec son équipe de cuisine et la nôtre. Donc voilà, une belle fierté de le ramener dans notre cuisine pour une soirée éphémère et gastronomique. Et puis le 14 juillet, comme vous disiez, Christophe, on a voulu faire une belle fête populaire. Toujours un peu sous le synonyme de nos 130 ans, c'est une année festive. Donc un brunch le midi et un bol populaire le soir, un bal sur la terrasse. Exactement, sur la terrasse, au son de l'accordéon, avec brasero, buffet, voilà. Donc je pense que je vais demander un devis à notre ami, à mon voisin de gauche, là, pour compléter la soirée et faire un truc, une belle fête tous ensemble. Voilà. Bon, c'est pour les 130 ans du restaurant Le Père Gras, un restaurant gastronomique. Alors ça fait toujours un peu peur à certains, mais là il y a des menus spéciaux avec des tarifs spéciaux, découvertes qui sont relativement accessibles. Tout à fait. En fait, voilà, il ne faut pas tomber dans le piège où on est le restaurant pour l'occasion, les 10 ans du petit, la communion ou les 10 ans de mariage. Voilà, non, on est un restaurant accessible. Aujourd'hui, on a une formule du marché à 36 € le midi avec un verre de vin. En fonction des époques, on met même un verre de vin de la Bastille pour faire goûter aussi et rendre accessible ce vin-là, même si on a peu encore, mais un jour ou un autre, il faudra qu'on en vende. Et donc à partir de 36 € le midi en semaine, 49 € le soir le menu, et plus les plats à la carte. Donc voilà, donc c'est très accessible. Exactement. Et plus après toutes les prestations sur mesure pour le côté entreprise, où on va chiffrer en fonction de la demande, du besoin du client. Voilà. 130 ans chez Le Père Gras. Alors tout ça est sur la petite gazette, évidemment. Sur Internet, vous retrouvez tous les détails, tous les rendez-vous de ces 130 ans. Belle aventure, hein ? Très belle aventure. Autant pour Jean-Jacques que pour Laurent. C'est l'esprit d'entreprendre, chevillé au corps. Oui, on est fiers. C'est ce qu'on aime dans Alpes Décideurs. Merci beaucoup, Laurent. Bon anniversaire. Merci bien. Jean-Jacques Chabanis, bonne route avec les baptêmes. Nicolas Balerna, au plaisir. Merci. On se reverra, j'en suis sûr. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir Alpes Décideurs sur Internet, tgplus.fr. À très vite.
C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.